Sensemakers, le podcast exhausteur de sens, créé et proposé par l'ESC Clermont Business School. Salut tout le monde, c'est Maxime de l'ESC Clermont Business School. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui, 3e épisode de notre podcast Sensemakers. L'objectif de Sensemakers, je le rappelle, pour ceux qui découvriraient le podcast aujourd'hui, c'est de mettre en lumière celles et ceux qui aujourd'hui pensent le monde de demain. Parce que pour nous, la réussite elle est plus belle quand elle est collective. Pour créer ce podcast, on s'est associé à Baptiste Corvet-Biron, slasher de son état, diplômé de l'école, jeune papa, entrepreneur, podcasteur et j'en passe. Salut Baptiste. Salut Maxime, bonjour à tous. 3e épisode, ça y est, on y est. Alors qui vas-tu nous faire rencontrer aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis allé rencontrer quelqu'un qui s'engage réellement pour enclencher de nouvelles mutations et faire émerger les mobilités du futur. Alors, tu me parles de mutation, de futur, ça fait pas un peu science-fiction quand même ? Si, c'est vrai que dit comme ça fait penser à la science-fiction, mais par contre, on est vraiment sur des enjeux d'aujourd'hui et qui vont également concerner les générations de demain. Pour ce nouvel enregistrement, je suis parti à la rencontre de Patrick Oliva, qui est un expert sur les thématiques de l'énergie et du transport. Et Patrick, depuis qu'il est à la retraite, il en profite pour travailler quasiment d'autant plus que lors de sa carrière chez Michelin. Et en véritable sensemaker dans l'âme, il s'implique sur un projet notamment qui s'appelle Orbimob Clermont-Auvergne. Donc on est pleinement sur ce podcast, on l'a compris, sur la mobilité, mais il y a aussi donc une part d'innovation. Oui, totalement, parce que c'est vrai que en rencontrant Patrick Oliva, on s'est vraiment rendu compte qu'on avait plusieurs trains de retard pour changer les choses. Donc c'est pour ça, je vous invite avec moi, prenez votre vélo et on y va. Bonjour Patrick. Bonjour Baptiste. Déjà tout d'abord, merci Patrick d'accepter cet échange et puis de m'accorder du temps. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui te parle et qui a guidé un petit peu aussi ta carrière professionnelle, qui est la mobilité. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je souhaiterais que tu puisses te présenter, s'il te plaît. Je suis Patrick Oliva et donc très heureux de participer à ce podcast. J'ai 67 ans. Je suis de formation ingénieur et après un début de carrière au CNRS où j'ai fait ma thèse en sciences physiques, j'ai passé l'essentiel de ma carrière donc dans le secteur privé et à la fois chez Saft où je m'occupais de batteries et puis chez Michelin où j'ai tenu différents postes pour être vice-président de la prospective en particulier, pour avoir tenu différentes responsabilités au sein de cette entreprise. Je peux peut-être indiquer aussi, parce que ce sera intéressant, donc j'ai passé plus de 40 ans dans le secteur énergie et transport et que depuis 2015, au moment de la COP 21, j'ai été mandaté par les Nations Unies pour représenter le secteur transport dans le cadre non étatique. Et donc depuis 2015, je participe activement à toute cette démarche des COP. Et donc je dirais que c'est vraiment sur le triptyque énergie, transport, climat que l'on va pouvoir discuter ensemble. Et donc si on rentre dans le vif du sujet et plutôt en lien avec ce qui se passe au niveau de la mobilité, quel regard portes-tu sur l'évolution de cette filière-là ? Alors, je porte fortement un regard intéressé puisque je me suis beaucoup penché sur ces questions-là. Et je veux dire que depuis les années 70 où j'étais étudiant, j'ai toujours pensé qu'il y avait une transition énergétique qui était à opérer. Alors ça a pris pas mal d'ampleur, on va dire que je m'étais pas fondamentalement trompé. En revanche, là où je me suis beaucoup trompé, c'est sur la rapidité avec laquelle cette mutation a pu être opérée. Et ce que l'on peut dire, c'est que finalement, depuis les années 70, la mobilité à la fois des personnes et des biens, je tiens souvent effectivement à ne pas dissocier les deux, et largement dépendante d'un choix qui a été fait, c'est le choix des énergies fossiles, et en particulier du pétrole, qui reste effectivement l'énergie principale de l'aspect mobilité, et puis le moteur à explosion. Voilà. Moteur à combustion interne, donc ça c'est quelque chose qui existe là et qui s'est beaucoup affiné, qui a bien évidemment évolué largement en termes de fiabilité, d'efficacité et tout ce que l'on veut dire. Mais c'est vrai que dans les années 70, je pensais déjà que avec le développement de nos centrales nucléaires, l'électricité, etc., la mutation vers l'électrique se ferait très vite. Et en fait, les batteries existaient. Je rentrais chez Saft. Saft à l'époque était le numéro 1 mondial de la batterie en termes d'innovation. C'était la naissance du lithium, c'était tout ça. L'hydrogène existait aussi. On avait tous connu les missions Apollo avec les piles à combustible. Et donc finalement, les éléments fondamentaux pour pouvoir imaginer une transition étaient déjà là. Et la transition ne s'est pas faite. Donc elle s'est faite surtout sur, on va dire, une optimisation de ce qui existait.
Et c'est vrai que les voitures ont une fiabilité qu'on ne connaissait pas dans ces années-là. Les trains ont évidemment avancé en termes de vitesse. Le TGV a été comme une révolution. Toute la desserte aérienne a pris un essor considérable. Et donc finalement, le paysage s'est largement densifié. Et puis surtout avec la mondialisation, on peut dire que maintenant on voyage partout et que les biens, on s'en rend compte tous les jours, viennent absolument de partout dans le monde et puis transitent par les différentes frontières que l'on connaît. Donc ça, c'est une évolution absolument extraordinaire. Parallèlement, je dirais que le progrès a été un progrès incrémental et il n'y a pas eu fondamentalement de grosses ruptures. Et au fond, ce que on ressent, c'est que la société aujourd'hui appelle, je pense qu'elle appelle effectivement des réformes assez profondes et certaines ruptures. Est-ce que le demande toujours avec beaucoup de force ? Je suis parfois un peu surpris parce que je m'étonne par exemple d'une certaine passivité des habitants des villes qui depuis des décennies finalement maintenant connaissent un niveau de pollution qui certes décroît mais décroît lentement. Les problèmes demeurent, les congestions n'ont pas beaucoup changé, les services proposés ont bien sûr évolué, mais pas d'une manière qui révolutionne complètement les choses, véritablement dans les outils de la mobilité. C'est surtout à travers les outils numériques que l'on utilise qu'il se passe des choses. Et donc finalement, je crois qu'il y a vraiment aujourd'hui à la fois une certaine aspiration qui commence à bien se formaliser, mais il me semble parfois elle n'est pas assez forte. Et puis, il y a un certain nombre d'opportunités que nous ratons aujourd'hui, parce qu'effectivement, nous sommes dans un système qui, finalement, c'est un petit peu, je dirais, a perduré dans le temps. Voilà. Et donc, c'est ce qui m'amène d'ailleurs aujourd'hui, après avoir, et on va y revenir bien évidemment, pas mal connu ce qui se fait dans le monde, ce qui se fait au niveau universitaire, au niveau des politiques publiques, au niveau de l'industrie, à m'intéresser beaucoup maintenant à ce qui peut être fait au niveau territorial. Pour dire, si l'on prend un territoire comme l'Auvergne et sa capitale régionale Clermont-Ferrand, on a certainement là l'occasion de trouver un bon terreau de transformation véritable et de mobilisation véritable à la fois des acteurs décisionnels que l'on connaît, c'est-à-dire les mairies, bien évidemment, les éléments de les agences d'État, le monde industriel, etc., mais aussi de bien mobiliser l'ensemble des populations pour finalement se dire on peut vraiment bâtir quelque chose de beaucoup plus efficace, de beaucoup plus sympa, et finalement qui à la fois nous permettent de traiter les problèmes qui existent, et puis de nous offrir des potentialités absolument nouvelles. Et justement, via ton regard et ce que tu as pu faire au cours de ta carrière, selon toi, quelles sont les causes ou les faits qui ont amené ces changements-là, même si finalement, tu l'as dit, il n'y a pas eu de rupture totale et ils se font de manière progressive. Ce que l'on peut dire, c'est la chose suivante, c'est que finalement, le monde a eu un petit peu peur des changements trop profonds. Et on peut comprendre pourquoi. Il est évident que lorsque l'on regarde l'ampleur des usines de fabrication de voitures, de camions, etc., les investissements qui ont été consentis, une rupture trop profonde devient effectivement un petit peu problématique. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est vrai que dans les alternatives qui sont proposées, on évoque bien évidemment naturellement le passage à l'électrique, le passage au biocarburant, ces choses-là, il est évident qu'on a des éléments de solution. Mais il demeure toujours un peu cette inquiétude de se dire, mais est-on capable de les développer aussi profondément, aussi largement qu'on a pu le faire avec les technologies, je dirais, du pétrole et moteurs à combustion. Et c'est là où finalement, ce qui est intéressant, c'est de voir que depuis pas mal d'années, tout le monde se cherche en se disant, mais il faut y aller, mais en même temps, a-t-on toute la certitude que on va pouvoir faire une transition dans des conditions adéquates. Et chacun finalement s'attend. On le voit bien au niveau des gouvernements, par exemple, où des postures sont clairement énoncées en disant il faut décarboner d'ici 2050. Mais derrière, il reste une sorte de suspicion. Sont-ils vraiment sérieux? Veut-on vraiment y aller? Et moi qui ai connu donc la COP 21 et les engagements pris au moment de l'accord de Paris, je vois bien que tout ça reste éminemment timide. Alors qu'à un moment donné, il convient de s'orienter vers me semble-t-il, une réalité qui consiste à dire, il faut véritablement transformer. Ça ne va pas se faire avec un basculement sur une solution monolithique. On sent bien d'ailleurs que tous les décideurs sont à la recherche de solutions monolithiques. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait cette utopie dans les années 90, qui revient d'ailleurs, c'est assez amusant. Dans les années 90, on disait aux gens, ne vous inquiétez pas,
Hein. Après le pétrole, il y a la société de l'hydrogène. Formidable. Et donc, effectivement, dormez tranquille, tout va bien se passer. On se rend bien compte que ça n'est pas possible pour des tas de raisons, à la fois techniques, économiques, etc. Et que ce n'est pas comme ça que l'avenir va se dessiner, et que l'avenir, ça va être au contraire en référence au choix d'une diversité de solutions. J'avais un professeur qui, déjà donc assez longtemps, disait quelque chose de très intéressant. Il disait la modernité, c'est la complexité maîtrisée. Voilà. Et finalement, le monde aujourd'hui reste dans cette espèce de rêve qui consiste à dire il va y avoir une solution, c'est la meilleure. Non, il n'y a pas de solution qui soit la meilleure. La meilleure des solutions, c'est finalement un cocktail de solutions qui ont chacune leurs avantages, chacune leurs inconvénients, mais dont il faut bien voir que la combinaison va représenter quelque chose de mieux que ce que nous avons. Mais cet exercice nouveau, en définitive, inquiète à la fois les décideurs politiques, les décideurs industriels, et puis inquiète aussi finalement les citoyens qui se disent mais vers quoi dois-je me tourner? Et c'est là où on a collectivement un grand processus d'éducation collective qu'il convient effectivement de pousser, parce que là encore, je m'étonne un petit peu qu'après tant d'années, l'éducation approfondie sur ces questions n'ait pas été davantage poussée, et notamment au niveau universitaire, où il convient justement d'ouvrir les esprits avec une approche complètement multidisciplinaire sur ce qui peut être fait, les limites de ce que l'on propose, et finalement la combinatoire qui doit être mise en jeu pour avancer. Et donc justement, on a commencé à parler un petit peu de cette transition-là et puis des différentes possibilités qui existaient aux méthodes et aux moyens de transport que l'on a aujourd'hui. Justement, en local à Clermont, il y a différents acteurs qui ont décidé de prendre part au projet dont tu es le fondateur, qui s'appelle Orbimob. Est-ce que tu peux nous présenter les ambitions de ce projet et puis les parties prenantes qui participent entre guillemets à son développement? Avec grand plaisir. Alors pourquoi ai-je lancé Orbimob Clermont-Auvergne, parce que c'est important de parler de Orbimob Clermont-Auvergne. Parce qu'effectivement, mon expérience internationale m'a amené à dire, bien évidemment, un certain nombre de mutations doivent venir d'un certain accord international sur la nécessité de changer les choses. On l'a bien vu sur le climat, on le voit bien également sur les aspects de pollution urbaine, on le voit bien sur les aspects de santé, sécurité, etc. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui doivent être prises au niveau international, et l'ONU joue un rôle, bien évidemment. Mais je crois que l'expérience montre, ça ne suffit pas. Ça ne suffit vraiment pas. C'est bien, c'est indispensable, mais ça ne suffit pas. Ensuite, il y a la maille nationale. Et là, au niveau national, aussi, des choses sont faites. Il y a des choses sont dites. On parlait tout à l'heure d'un plan climat. La France est engagée à dire, nous, d'ici 2050, on veut décarboner. Très, très bien. On est moins clair sur, effectivement, les moyens d'y arriver. Et puis, c'est le tempo. Parce qu'il y a quand même, si on veut le faire d'ici 2050, il faut quand même se dépêcher. Donc, c'est bien certain. Il y a des initiatives qui sont prises au niveau des villes. Et certaines villes sont assez actives. Mais tout ça reste quand même, me semble-t-il, au final, assez parcellaire et pas extrêmement bien structuré, je dois le dire. Alors, et dans ce contexte, on peut rajouter peut-être que la France, qui a été très en avance au fond sur un nombre de sujets, notamment le véhicule électrique jusqu'en 2005, a perdu de son avance, n'a plus grande industrie sur la batterie, on n'est pas hyper fort en hydrogène, sur les biocarburants, on n'a pas forcément développé des choses, et je pense qu'on a collectivement à rattraper un certain retard. Et je vois, parce que je participe dans pas mal de cénacles internationaux, des initiatives sur la logistique zéro émission, sur les transformations fortes des systèmes de mobilité, le déploiement de l'aérien électrique, etc. Bon, voilà, on voit pas mal d'initiatives et je ne les retrouve pas chez nous. Donc, fort de cette expérience, j'ai pris l'initiative de dire à la fois au président de l'université, au recteur, au président de la métropole, au président du département, au président de la région, au président de Michelin. Au fond, on pourrait choisir la ville de Clermont et le territoire auvergnat pour devenir en 6 ans, le temps d'une mandature, un pôle d'expertise internationale en mobilité territoriale. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a 2 défis. Le premier défi, c'est de dire on le fait en 6 ans. Bon, donc il faut effectivement ne pas être inactif. Ça ne peut pas fonctionner si on n'a pas un support académique extrêmement fort.
D'où l'importance de l'université, d'où l'importance effectivement du rectorat, pour que toutes les populations jeunes soient touchées et à travers elles, l'ensemble de la population. On ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas un moteur qui se trouve au niveau de la capitale régionale. Au niveau du département, nous pouvons faire des choses, et la région doit être effectivement un élément. Et puis, quand même, à Clermont, Michelin est tellement important, apporte une dimension internationale, a lancé Moving On, qui est la continuation de ce que moi j'avais lancé en 98, le Challenge Bien d'Homme. On a les ingrédients fondamentaux. Ça, j'ai mentionné 6 acteurs absolument incontournables, et il y en a évidemment plein d'autres, puisqu'il s'agit de mobiliser tout ça. Mais l'idée est de voir se dire, si nous mettons en application collectivement, volontairement, et je dirais dans la bienveillance, cette notion-là est pour moi très très importante, les meilleures expériences qui existent, que nous amènent les gens d'Europe du Nord, que nous amènent des Chinois, que nous amènent certaines facettes américaines, etc., on peut très très vite changer la vie, à la fois des Clermontois, et la ville a un certain niveau de pollution qu'on peut rapidement éradiquer si on le souhaite, etc. Et puis surtout au niveau de l'ensemble du territoire. Parce que lorsque je regarde sur quoi portent les réflexions au niveau international et au niveau universitaire en général, c'est sur la mobilité urbaine, la mobilité des grandes métropoles. Mais ça n'est pas la vraie vie dans son entièreté. La vraie vie, c'est qu'il y a aussi, et majoritairement dans le monde, dans toutes les régions du monde, cette organisation territoriale qui fait que des zones plus ou moins rurales, plus ou moins artisanales, plus ou moins industrielles, etc., gravitent autour d'une métropole régionale et d'un certain nombre d'agglomérations qui sont autour. Et finalement, le développement de cette mobilité territoriale, à la fois dans la mobilité des personnes et de la logistique, est oublié. Et d'une certaine manière, n'oublions pas, les gilets jaunes au départ sont partis sur des questions comme ça, ce sentiment que les territoires sont oubliés, qu'ils n'ont pas les capacités de mobilité qui devraient être là, que la logistique courte distance n'est pas franchement développée. Et donc l'idée est de refocaliser l'intérêt de chacun, des décideurs, et puis bien sûr des intéressés eux-mêmes, sur la capacité que nous avons aujourd'hui à raisonner différemment. Il est évident que dans les territoires ruraux, où il y a de moins en moins de trains, la seule chose qui existe véritablement, c'est la voiture. C'est évident. Et donc, lorsque j'entends des gens vouloir bannir la voiture, je dis, mais voilà, restez dans la vraie vie. Restez dans la vraie vie. Aujourd'hui, ce que l'on peut faire, c'est transformer effectivement cela. Mais on a besoin. Et dans des distances de 20 à 50 kilomètres, ils sont globalement des bassins d'emploi. Comment faites-vous si vous n'avez pas de train, vous n'avez pas vraiment de desserte de bus, etc. Et puis en plus de ça, le Covid nous l'a montré, dès qu'il y a des petites anicroches sanitaires, on voit bien que les transports en commun ne sont plus la solution, et que donc finalement le mode de transport automobile ou de roues, bien évidemment, reste très 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 important, indépendamment de ce que l'on peut faire à très courte distance avec la marche. Donc voilà, la volonté est de se dire, essayons en 6 ans de focaliser nos énergies, et en travaillant à la fois avec l'université, avec les associations citoyennes, avec évidemment les institutions qui existent, proposons de faire que ce territoire soit à la fois un pôle d'expertise académique et devienne une terre d'expérimentation majeure, où l'on aurait comme ambition à la fois de multiplier des expérimentations, d'attirer des innovateurs venant évidemment du territoire, mais d'ailleurs, de véritablement profiter des expériences qui se font dans d'autres pays. Et on en a beaucoup. Moi, je travaille beaucoup avec les Hollandais, je travaille beaucoup avec les Finnois, les Portugais, les Californiens, etc. Et on peut s'inspirer. Et j'insiste souvent en disant, à coût très minime, je ne parle pas d'investissement pharaonique, je parle de choses complètement accessibles, mais qui ne se font pas parce que chaque fois, on a l'impression que des dogmatismes viennent remettre sur le devant de la scène la nécessité d'investissements énormes. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, y compris même dans le domaine des véhicules électriques. Moi, j'ai roulé électrique longtemps, je suis en hybride rechargeable aujourd'hui. Bon, en hybride rechargeable, vous n'avez pas besoin d'une station de recharge. Vous faites ça dans votre prise, chez vous, à la maison, dans la copropriété. Ça ne demande aucun investissement d'une mairie ou de qui que ce soit. Voilà. Et donc, il faut avoir cette espèce de réalisme de se dire qu'une mutation forte, intelligente, moderne, peut se faire à des coûts qui ne sont pas du tout plus élevés que la simple continuation de ce que nous faisons aujourd'hui. Oui, il nous faudra investir sur du numérique, oui, il faudra faire un certain nombre de choses, mais
je crois qu'on peut le faire d'une manière extrêmement frugale, extrêmement efficace, et je dirais en y prenant beaucoup de plaisir. Voilà. Et donc ce défi, c'est celui que je lance. Alors pourquoi je l'ai appelé Orbimob? Mob parce que mobilité, ça va. Orbi, c'est l'origine latine de orbis, hein, c'est le monde. Et en disant, cette mobilité territoriale que l'on peut être capable finalement de maîtriser, de développer sur un territoire Clermont-Auvergne, c'est le modèle mondial. Et donc, ce que j'essaie de faire finalement, c'est de concilier une ambition très territoriale. On s'occupe de notre territoire. C'est la bonne maille. C'est la bonne maille, hein, autour de Clermont, 50. Alors, comme l'université Clermont-Auvergne va jusqu'à Aurillac au sud et jusqu'à Montluçon-Moulins au nord, c'est sur ce périmètre-là qu'on va travailler, bien évidemment, parce que je compte beaucoup sur les étudiants pour nous aider dans ce contexte-là. Mais effectivement, ce que l'on peut faire là, sur ce territoire auvergnat, j'affirme que ça peut devenir un des meilleurs modèles que nous pourrions proposer dans un grand nombre de régions du monde. Hein, et c'est ça cette ambition. Hein, et puis alors Orbimob, Orbis le monde, et puis je voulais que ça évoque aussi orbite, orbital, un petit peu vous voyez cette notion de gravitation autour d'une métropole régionale. C'est ce qui se passe dans toutes les régions du monde. Hein, c'est comme ça. Et donc cette espèce de gravitation organisée, à la fois pour les personnes, le mouvement des personnes et le mouvement des biens, c'est la clé. C'est absolument la clé. C'est beaucoup plus important que les questions de mobilité dans les mégapoles. Beaucoup plus important, même si effectivement nos regards sont complètement focalisés là-dessus, mais en termes de gens impactés, il n'y a pas photo. Voilà, il n'y a pas photo. Même si les Nations Unies nous disent que en 2050, 70% de la population sera urbaine, tout le monde dit ça. Je le répète comme tout le monde, mais je dis toujours: est-ce que Rion, est-ce que Issoire sont des villes? Oui, ce sont des villes. Ils n'ont absolument pas une infrastructure de transport qui ressemble à tout ce que l'on peut évoquer dans des villes plus importantes. Évidemment, on est beaucoup plus proche de modèles qui sont des modèles ruraux. Et c'est ça la vraie vie. Et donc, ne perdons pas ce contact avec ça. Par ailleurs, ce qui me paraît absolument fondamental, c'est qu'il n'y a pas de mutation des mobilités sans une mutation énergétique. Un territoire comme le nôtre se prête magnifiquement à la concept de génération décentralisée d'énergie. Voilà. Aucun problème dans notre région pour à la fois imaginer du photovoltaïque qui se développe dès qu'il y a des... J'incite d'ailleurs beaucoup pour dire que ce développement peut se faire à l'échelle domestique, c'est-à-dire dès que vous avez une maison. Moi j'ai donc beaucoup travaillé avec la Suisse, et on montrait déjà il y a une dizaine d'années qu'avec 50 mètres carrés de photovoltaïque sur un toit, en Suisse, le Suisse n'est pas le Maroc, il n'y a pas le même niveau d'ensoleillement, on est capable de fournir à une famille ce qu'il lui faut pour se chauffer, pour faire la cuisine, et pour avoir 20 000 kilomètres de mobilité électrique. Voilà, et c'est ça qui est intéressant. Et tout simplement avec des approches où les personnes peuvent devenir en quelque sorte autosuffisantes énergétiquement. Alors ça peut s'accompagner de quelques atouts fiscaux. C'est vrai que ça vient rompre le ronron traditionnel de nos approvisionnements énergétiques, où on est plus habitué à avoir des grandes centrales qui, avec des grands fils ensuite, alimentent le territoire. Et ça a très bien fonctionné, et on a encore besoin de tout ça. Mais aujourd'hui, il faut aller vers une combinatoire, une combinaison de ces différentes situations. Et un territoire comme le nôtre est magnifique pour ça. Faire de l'hydrogène propre, faire de l'électricité propre, faire du biométhane, pas de souci, utilisation d'une partie de la biomasse pour faire d'autres biocarburants, voire utiliser l'hydrogène pour faire ce qu'on appelle des électrofuels, en recombinant de l'hydrogène et du CO2. Voilà, et pour faire des carburants liquides, on a a priori tous les ingrédients qu'il faut. Et vous serez d'accord avec moi, Baptiste, que jusqu'à présent, on ne les utilise pas, ou très insuffisamment. Voilà. Donc le défi, il est tout simplement de se dire, ensemble, on a la capacité à rénover les choses, à le faire d'une manière économiquement intéressante et amener énormément de bénéfices aux populations. Voilà, ça je crois que c'est très très important. Sans oublier la partie logistique, qui est très importante. Je prends des exemples, et nous parlons l'autre jour de cas très concrets. C'est la viande de salaire, des vaches de salaire qu'on amène dans les cantines des enfants, ou au Crous peut-être de Clermont. C'est le fourrage du Puy-de-Dôme qu'on emmène dans l'Allier pour le bétail. C'est la vraie vie, c'est ça. Bon. Et si vous combinez tout cela avec une vraie refonte de ce que l'on peut faire à Clermont même. Alors à Clermont on a une chance, c'est que la ville
ayant été pointée du doigt par Bruxelles parmi 15 autres villes comme étant trop polluées, elle doit, d'ici 2021, mettre sur place un plan de zone faible émission. C'est une opportunité extraordinaire. Extraordinaire. Mais il ne faut pas que ça se résume à je mets des passifs-critères. C'est très bien quand il y a une grosse crise, mais le problème de la pollution, c'est pas les crises, c'est le niveau continu de pollution qui, lui, effectivement, est désastreux du point de vue sanitaire. Et cette opportunité, il faut vraiment l'utiliser pour aller au maximum des potentialités de changement. Et donc là, on a bien compris effectivement quelles étaient les ambitions, les acteurs que tu allais mobiliser, que tu mobilises déjà. Voilà, le premier noyau, mais qu'on est en train d'élargir évidemment. Et donc derrière, quelle est concrètement la liste des actions que tu souhaites mettre en place justement avec ces acteurs-là? J'ai commencé par l'université et dans le cas de Clermont, donc tu sais bien qu'on a à la fois l'université et puis les écoles associées, dont fait partie l'école de commerce. Et c'est bien évidemment sur ce terreau-là qu'il est extrêmement important de développer une approche pluridisciplinaire. Alors plusieurs initiatives sont prises. Celle de l'école de commerce est tout à fait intéressante dans le cadre de la création de cette filière mobilité durable. Elle est d'autant plus intéressante qu'elle est menée conjointement avec une école d'ingénieurs. Et je pense que cette dualité école de commerce, école d'ingénieurs est extrêmement intéressante. Dans ce cadre-là, il y a effectivement ce MSc là qui est proposé et qui porte sur la thématique de Transforming Mobility et qui est vraiment au cœur, me semble-t-il, du phénomène. Parce que, soyons très très clairs, chaque fois qu'on parle de changement des mobilités, on revient sur la dimension technique. Cette dimension technique, elle est fondamentale, j'en ai parlé d'ailleurs, elle n'est pas la seule. On ne changera rien de fondamental dans les mobilités si parallèlement on ne traite pas les questions de fiscalité. Alors, fiscalité sur l'énergie qu'on utilise et fiscalité sur les véhicules eux-mêmes, fiscalité y compris sur les moyens que l'on utilise, des routes, etc., des rails ou les voies aériennes. Ce dossier-là est fondamental. On voit bien également que si on n'a pas avancé plus vite, c'est parce que en termes de sciences comportementales, on n'est pas allé au fond des choses. On n'a pas réussi à séduire sur le fait de dire, attendez, un changement serait quand même très très favorable. Et puis on n'a pas complètement joué l'équation sur des thématiques aussi importantes que la mobilisation des groupes, sur le développement territorial, et tout ça a besoin d'être parfaitement orchestré. Et je pense que justement, le fait d'avoir une vraie réflexion sur l'ensemble du spectre, on va dire à la fois technique et puis les autres sciences et autres activités, et puis s'y rattachent des actions de marketing quand même essentielles. Si on ne change pas un petit peu notre marketing, aujourd'hui on va aller vers des difficultés. Donc ça c'est absolument essentiel. Le rectorat est lui aussi très important pour l'étendre sur l'ensemble de la filière académique. Je m'explique. Aujourd'hui vous avez des tas de lycées professionnels qui préparent encore à des métiers d'hier. Or, il est important que ces lycées professionnels préparent au métier de demain. Le camion de demain n'est pas forcément diesel. J'espère qu'il va effectivement évoluer vers d'autres choses, et c'est ça qu'il faut faire. Même chose dans l'aéronautique, même chose dans d'autres disciplines, et puis il y a des thématiques nouvelles. Et puis je pense que c'est très important. Ça, c'est absolument clé que l'ensemble de cette filière académique soit mobilisé, et l'école de commerce là joue un rôle tout à fait leader dans ce domaine. J'en suis ravi. Voilà, ça c'est important. Au niveau de la métropole, plusieurs projets sont en cours, évidemment. J'ai parlé de la ZFE, et ça c'est fondamental. Je dis qu'il ne fallait pas que ça soit uniquement des passifs-critères, mais une ZFE, quand on regarde les meilleurs exemples mondiaux, ça s'organise comment? Qu'est-ce qui est important pour les gens dans une agglomération? C'est d'abord le piétonnier. Je développe du piétonnier et je le rends agréable. Ça c'est voilà. Dire que les trottoirs soient ombragés, qu'il y ait des choses, enfin voilà, bon, à la limite un petit truc où on peut récupérer un café facilement, enfin bref, voilà, rendre le ski piéton vraiment agréable. 2, c'est développer effectivement du cycle. En France et à Clermont, on est encore très en dessous des normes européennes. On est vraiment très très faible. Bon, et ça n'est pas bon parce que finalement, ça entraîne de la pollution, ça entraîne un déficit de mobilité, parce que je crois que finalement les aspects de sédentarité sont au moins aussi importants que les questions de pollution aérienne, et il faut les traiter. Donc ça c'est très important. On peut très facilement développer, par exemple dans la ville, du 2 roues électriques.
Je suis affligé quand je vais à Paris de voir le nombre de 2 roues thermiques qui existent encore. J'ai l'impression qu'on retourne vers le Moyen-Âge, là. D'ailleurs, si tu me permets, à ce sujet, il y a un entrepreneur à succès qui travaille dessus et qui a lancé un gros projet là-dessus. Peut-être que tu le suis de près ou de loin, mais c'est Marc Simoncini avec son projet d'Angel Bike où là, effectivement, il essaye d'amener un peu ce que tu disais, un renouveau dans ce qui est proposé en termes de produits et de services à ce niveau-là, et ça s'intègre effectivement dans ces aspects-là. Et il suffit d'avoir un petit peu conduit en électrique ou d'utiliser un double électrique pour se rendre compte du plaisir que l'on a, parce qu'il y a finalement une souplesse, il y a de l'accélération, il y a tout ce qu'on veut, et en plus, bon, ça se fait quand même avec moins de bruit, donc moins de perturbations. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment assez facile de s'inspirer de ces. Je prends un exemple, la Hollande qui est vraiment le pays le plus en pointe au niveau mondial sur les questions de logistique. En 2025, c'est-à-dire demain, en 2025. Toutes les villes hollandaises auront une zone 0 émission pour leur logistique. Avec l'objectif qu'en 2030, toute la logistique soit 0 émission. Mais quelle est la difficulté à s'arrimer à ce genre d'objectif? Ils n'ont pas plus d'outils que nous pour y arriver. Mais pas plus de tout. Et donc, ce qui est fondamental, c'est qu'on ait cette volonté, cette intelligence collective pour se dire, enfin, on n'est pas plus sot que d'autres. Et moi, je refuse personnellement de voir cette espèce de médiocrité, dans laquelle on s'enfoncerait, alors que nous avons tous les ressorts nécessaires pour le faire. Mais je voudrais insister vraiment sur un point, c'est que quand on parle de cette nécessité de transformer, il faut transformer parce que il y a un certain nombre de problèmes aujourd'hui. C'est clair, on l'a dit, il y a des problèmes sanitaires, pollution, sédentarité, on voit bien manque de prophylaxie dans les transports en commun, et il y aura d'autres pandémies, donc voilà. Donc il y a vraiment une facette, y compris le bruit, c'est vraiment une facette importante. Il y a une facette effectivement plus biosphère, avec des questions de climat, de biodiversité, etc. Et c'est évidemment un vrai gros sujet, c'est absolument. Il y a une dimension économique. Bon, un pays comme la France, qui ne dépend que du pétrole pour son transport, a un déficit commercial ubuesque dans ce domaine-là. Oui, donc le problème est à prendre sous différentes facettes qu'il faut corriger bien évidemment, et j'insiste pour dire que il ne s'agit pas simplement de corriger les points négatifs, il s'agit de faire profiter de tous les points positifs que ces mutations peuvent apporter. Je vais parler des plaisirs associés à la mobilité électrique et tout ce que cela peut faire. Mais on peut imaginer un développement plus important, par exemple, de l'aérien de proximité, dès lors qu'il ne serait pas trop polluant phoniquement et du point de vue des émissions. On peut repenser un petit peu à l'utilisation raisonnée des voies fluviales, des lacs ou des choses comme ça, où il y a des choses extrêmement importantes. Et puis bien évidemment, on peut, avec des rails, faire bien autre chose que d'y mettre 3 trains par jour, des trains qui sont très lourds, avec une logistique d'opération extrêmement lourde. Et avec tout ça, la capacité que les nouveaux services puissent développer véritablement une prestation de mobilité, à la fois pour les personnes et pour dans leurs différentes situations, et pour les entreprises, est absolument essentiel. Donc, on a beaucoup d'atouts à valoriser dès lors que on a un petit peu le courage de s'écarter de la situation de confort dans laquelle nous avions fini par nous engluer un petit peu, et ça qui est assez vendeur. Et ce sur quoi je veux insister, c'est que il y a attaché à tout cela des jobs, il y a de l'emploi, énormément, à la fois dans les nouvelles technologies, c'est tout à fait clair, dans toutes les filières qui vont être en amont ou en aval, toutes les réflexions qui portent autour de l'industrie 4.0, c'est-à-dire cette manière de reconcevoir le business de demain, etc., vont forcément amener énormément de modifications sur l'aspect de logistique. Il faut être aux avant-postes, et l'importance qui est accordée notamment dans toutes les organisations métropolitaines, d'agglomération et autres sur le transport et la gestion et l'optimisation du transport, toutes catégories d'âge confondues, on parle de plus en plus du grand âge et autres, bon, tout ça est important, il faut qu'on trouve des solutions, et on a effectivement tout un ensemble de métiers. J'ai l'habitude de dire qu'en Europe, le PIB, je ne me trompe pas à peu près, la part du PIB européen ultimement au transport, je mets pas l'énergie dedans, c'est 13%. Bon, je fais le pari que sous quelques années, compte tenu de la nécessité de cette transformation majeure, je pense qu'on ne sera pas loin de 20%. Voilà, une transposition arithmétique pas trop hasardeuse
peut laisser penser que peu ou prou 20% des jobs peuvent s'y trouver rattachés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même des chiffres assez impressionnants. Et je crois que les bénéfices que l'on peut en tirer sont énormes. Et moi, je m'intéresse beaucoup aux gens des générations en dessous. J'ai des enfants, des petits-enfants. C'est essentiel, effectivement, qu'ils se disent, mais je n'y avais pas pensé. Et lorsque je discute avec les différents professeurs de l'université, les doyens d'instituts, etc., je suis amusé de voir souvent que leur première réaction, c'est de se dire, oui, mais moi, je suis pas dans le secteur. Mais si, parce que qu'on soit dans le domaine médical, il y a énormément de choses, et là par exemple à Clermont il y a un gros travail fait justement entre les aspects mobilité et développement musculaire, etc., et les pathologies qui sont là. Je suis en droit économie gestion, le transport c'est essentiellement ça, et je l'ai dit, il n'y a pas de mutation sans une approche nouvelle de la fiscalité. La logistique, c'est du management. Vous voyez, bon, si on a les sciences plus humaines et autres, tous les aspects comportementaux sont essentiels, développement territorial, la géographie. Mais oui, au fond, on y est, et sans parler évidemment de tous les aspects du commerce, communication, commerce lui-même, marketing, où il y a véritablement besoin d'orienter, de faire des choix extrêmement intéressants. Et je crois que c'est quand même un message, je dirais, d'optimisme que je souhaite passer à travers ce podcast pour dire, vous n'y aviez peut-être pas pensé, mais finalement ce secteur est certainement un des secteurs qui va bouger le plus vite et avec le plus de bonheur, j'espère, dans les années qui viennent. Oui, puis comme tu l'as mentionné, effectivement, il y a des possibilités de carrière qui sont assez nombreuses dans cette filière-là. À la fois au sein de grands groupes, tu en as été le cas, comme chez Michelin, moi, par exemple. Moi, je n'ai vécu que dans des grands groupes, ouais. Et puis, par contre, on peut également aussi travailler au sein de PME locales, nationales, voire même pour certaines qui sont internationales, mais aussi des startups qui se créent et qui se développent autour de ces aspects-là. Évidemment. Une expérience là que j'ai eue en 2017, Madame Borne, qui était à l'époque secrétaire d'État transport, avant de devenir ministre, comme aujourd'hui sur les aspects de transition écologique et solidaire, m'avait demandé de présider en 2017, dans le cadre des assises de la mobilité, l'atelier mobilité plus propre. Et à cette occasion-là, c'était très intéressant parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer à peu près tous les acteurs de la mobilité, enfin toutes les catégories d'acteurs, à la fois les grandes sociétés et toutes les parties, je dirais, qui s'en occupent au niveau des agglomérations, toutes les autorités responsables de transport, etc. Et puis effectivement tout ce tissu de PME, de start-up, etc., qui sont là avec des idées extrêmement intéressantes et qu'il faut absolument aider, et pas forcément par de la subvention, c'est toujours bienvenu, bien évidemment, je sais ce qu'il en est, mais par, je dirais, cette réassurance qui peut leur être donnée que on va effectivement vers une transformation. Et que donc finalement, ils ne risquent pas de se trouver poignardés dans le dos en disant finalement on n'y est pas allé. Bon, non, on a besoin d'y aller. Et je pense que c'est cette réassurance qu'il faut apporter de tous les côtés pour que les uns et les autres soient à l'aise et que la mutation effectivement s'engage. Je connais bien la Chine. Et je peux vous dire que ce qui se prépare en Chine, justement, est assez impressionnant en termes de développement des mobilités alternatives. Bon, ils ont encore beaucoup de problèmes, eux, et puis avec la génération d'électricité et d'autres problèmes de pollution énormes qu'on n'a pas encore à ce stade-là, du tout, et j'espère qu'on l'aura jamais. Mais en termes de préparation de leur outil industriel et de leur capacité exportatrice avec des véhicules nouveaux et des technologies nouvelles est impressionnante. Et donc, on a intérêt, effectivement, à être très, très actif dans ce domaine-là. Et donc, justement, pour accompagner à la fois les entreprises de toutes tailles différentes, mais aussi les collectivités, puisque finalement, elles prennent part à ces mutations qui sont en cours. Du coup, de quelle manière les établissements d'enseignement supérieur doivent préparer aussi les générations à la fois actuelles, mais aussi futures, à accompagner ces entreprises qui souhaitent avoir un rôle assez important dans ce milieu-là? Moi, je préconise dans ce domaine-là, effectivement, que des sensibilisations très larges soient faites auprès de l'ensemble des étudiants. Moi, j'avais été frappé parce que, en donnant une conférence un jour à Paris, j'avais vu des étudiants qui étaient venus me voir et des étudiants qui avaient signé ce manifeste pour un réveil écologique. Et c'était très intéressant. Ça a été fait dans le sens d'une étude qui a été faite par le Shift,
et qui montrait que dans les établissements d'enseignement supérieur, au fond, très peu, très peu, accordent une part d'enseignement à ces questions dites sociétales, sur les problèmes sociétaux. Et finalement, les étudiants ont besoin effectivement de ça. Et je vois que lors de cours donnés à Sigma, là, et à l'école de commerce, j'ai pu me rendre compte de l'appétence des étudiants à avoir des informations véritables, des informations qui soient vraies, pas uniquement des informations médiatiques, sur ces questions-là. Et c'est vrai que le substrat qui leur est aujourd'hui offert en termes de formation de ces questions-là est extrêmement faible. Donc, je pense, et on a beaucoup discuté avec le président de l'université, qu'il est possible de former de manière systématique l'ensemble des étudiants à ces questions, à la fois pour leur donner tous les éléments qui permettent d'apprécier les enjeux véritables, les éléments de solution qui existent, leurs limites, ce que cela requiert, les opportunités qu'il crée, ça c'est absolument essentiel, et de les amener ensuite à se dire, au fond, dans le cadre du choix de mes enseignements, je peux, avec des unités d'enseignement particulières, compléter quelque chose, avec, je sais pas, un focus un peu plus technique, un peu plus fiscalité, un peu plus médical, etc. Et on a même évoqué l'idée que, justement, pour bien développer tout cela, on pourrait créer, en plus des diplômes classiques, une sorte de diplôme d'université, qui au bout de, je sais pas, 5, 6 unités d'enseignement, permettrait d'avoir un diplôme d'université complémentaire sur ces questions, qui serait, à mes yeux, extrêmement valorisable pour les jeunes, et en invitant des gens en formation continue du tissu professionnel aujourd'hui, amener des compléments de qualification qui sont éminemment requis. Je suis frappé de voir, par exemple, aujourd'hui, le nombre de demandes d'emploi qu'il y a dans le domaine de la logistique, par exemple. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Je ne sais pas si vous avez, si tu as fait l'expérience là, mais c'est tout à fait intéressant. Et ça ne peut aller que crescendo. Mais la clé, c'est cette éducation à une présentation complète des enjeux et des solutions. Le dogmatisme n'a pas de place dans ce truc-là. Et je suis vraiment attristé parfois de voir le dogmatisme qui existe en disant, alors on bannit les voitures des villes, tout le monde en transport en public, l'électricité, alors propagation nucléaire, c'est mauvais, etc. Bon, arrêtons, à un moment donné, un peu de réalisme. Oui, on a besoin d'électricité décarbonée, on a besoin de biogaz, très bien, on a besoin d'électrofuel, très bien, il faut le faire progressivement, on essaiera d'aller vers des systèmes les plus parfaits possibles, mais engageons les choses et sans être dogmatique. J'entends des choses horribles sur l'avion où certains préconisent presque de les ramener à zéro. Enfin, arrêtons ces âneries. Voilà, j'ai envie de dire ça. Non, il y a moyen de transformer, moyen de corriger les erreurs, mais ne tombons pas dans des formes dictatoriales. C'est absolument contraire à ce que je pense, les hommes et les femmes d'aujourd'hui ont envie de connaître. Et donc justement, on a fait à la fois un point et une situation sur l'évolution de la mobilité, sur le rôle que pouvaient avoir les différents acteurs, à la fois privés et institutionnels, et l'ensemble des collectivités. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter qu'on aurait évoqué peut-être que partiellement, ou sur lesquels tu souhaiterais qu'on rentre un peu plus en détail? Moi, ce que je rajouterais, c'est un message un petit peu général qui est de se tourner vers l'ensemble des acteurs, tous, et de dire n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Il y a vraiment moyen de transformer les choses, et il faut accentuer un certain nombre de choses. Je reprends par exemple ma propre voiture, hybride rechargeable, très bien. Sauf que je considère que d'un point de vue d'ingénierie, c'est pas moderne. C'est pas moderne. On doit faire quelque chose de beaucoup plus efficace, beaucoup plus léger, beaucoup moins cher. Les prix sont aujourd'hui effrayants. J'achète un véhicule électrique ou un véhicule hybride, c'est effrayant. Et donc, je crois qu'il faut que, dans cette approche-là, on soit capable de se dire, on peut innover véritablement, à la fois en service et en produit d'une manière très 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 importante, fondamentalement changer les produits et les services auxquels on expose les différents consommateurs. On peut le faire, mais ne le faisons pas systématiquement en disant mais le présent est trop mauvais, il y a trop d'émissions négatives, il y a trop d'externalités négatives, etc. Non, il y a véritablement une aspiration à recréer vers quelque chose de
très positif, et c'est comme ça, je pense, qu'on arrivera à faire que nous nous inscrivions dans une démarche très très favorable, hein, très très positive et stimulante. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Il faut que ce soit stimulant et que chacun ait l'impression de vivre un truc intéressant, pas de se trouver uniquement avec le bâton qui interdit un certain nombre de choses. Hein. Il y a plein de carottes à la clé. Donc justement, en guise de mot de la fin que je souhaite te laisser, est-ce que tu aurais un conseil ou un regard à transmettre à ceux qui veulent prendre part à ces réflexions ou ces actions que l'on vient d'évoquer ? Engagez-vous. Allez-y. Allez-y, il y a plein de choses à faire, vraiment plein de choses à faire, et je pense que s'engager dans ces voies-là, c'est ne pas se tromper. C'est une évidence. Ce n'est pas se tromper, et que l'immense majorité des personnes qui nous entourent, au fond, n'aspirent qu'à une chose, c'est se trouver emporté dans ce mouvement positif de transformation favorable. Et donc, en particulier pour les étudiants, allez-y, hein, et transformez. Merci en tout cas pour cet échange, Patrick. Je pense que effectivement tes propos résonneront de manière assez large sur Clermont et puis même bien au-delà. Donc c'est très appréciable d'avoir pu échanger avec toi et d'avoir bénéficié entre guillemets de ton expérience. Eh bien, merci beaucoup. À très bientôt. Voilà, cet épisode est terminé. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'à sa fin. J'espère qu'il t'aura éclairé et donné envie d'en savoir plus avec les prochains enregistrements. Ceux-ci apporteront d'autres regards sur d'autres sujets porteurs de sens. Si le cœur t'en dit, tu peux aider à faire connaître Sensemakers en t'abonnant et en donnant une note au podcast sur ta plateforme d'écoute, mais aussi en le partageant autour de toi et sur les réseaux sociaux. Bonne journée, bonne semaine et à très bientôt.